Ce matin, en faisant la route, je me suis posé une question. Je me demandais qu'est-ce qui me motive à faire de la photographie de paysage, voir de la photo en général. Puis à bien y penser, c'est un ensemble. C'est le fait de planifier ma session de photo, la veille, l'avant-veille, peu importe, de vraiment penser à ce que je vais photographier, donc tous mes sujets, les paysages, etc. C'est aussi le fait de faire la route, souvent très tôt le matin. Bien entendu, c'est le fait de faire de la randonnée, d'observer, de contempler, d'écouter les bruits. Il y a quelques secondes, je viens de croiser un chevreuil tout aussi curieux que moi. Donc c'est beaucoup plus que juste le fait de cadrer un sujet et de déclencher. Parce que du moment où j'appuie sur le bouton, sur le déclencheur du boîtier, le processus prend fin. Donc, l'histoire, en ce qui me concerne personnellement, c'est beaucoup plus que juste le fait de prendre la photo. Alors, bienvenue à cette troisième session, troisième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous entretenir un petit peu sur la vitesse d'obturation. Alors, comme je mentionnais au début, je suis ici au Parc national du Mont-Mégantic et je m'apprête à cheminer sur le Talweg. Donc, c'est un autre sentier de randonnée qui va nous mener à une multitude de cascades et on va en profiter justement pour parler là, de vitesse d'obturation. À tantôt. Nous sommes le 1er juin 2024. Il fait quoi? Peut-être 4-5 degrés Celsius actuellement. La nature est à son maximum, à son apogée. C'est vraiment un moment privilégié actuellement pour plusieurs raisons. Premièrement, la nature est incroyable. Elle est riche, elle est verdoyante. Mais pas seulement, petit côté pratique. Surtout très tôt le matin, il n'y a pratiquement pas de moustiques. Donc c'est vraiment particulier. Là, c'est le fun de pouvoir en profiter comme ça. Écoutez, jetez un coup d'œil ici. C'est vraiment très beau. C'est paisible. Je suis accompagné, là, comme je le disais un petit peu plus tôt, de chevreuils, de lièvres et surtout pas de moustiques. Alors me voilà en route sur le sentier du Talweg, un autre beau sentier de nos parcs nationaux. Loin de moi d'en vouloir en faire la promotion, là, mais c'est vraiment des endroits privilégiés où au Québec, on peut profiter de la nature. Je pense les avoir fait à peu près tous au courant de ma vie, là, je parle. Il y a vraiment des endroits magiques à visiter. Le parc du Mont-Mégantic, c'en est un. C'est certain, je l'aime beaucoup celui-là parce que je reste tout à côté. Mais je vous invite à venir faire un tour. Il y a tellement de beaux sentiers. On est en pleine montagne. Sans oublier aussi qu'on est vraiment dans la première réserve de ciel étoilé internationale. Donc, il y a des activités par rapport à ça qui sont vraiment très intéressantes. Alors, je vous invite à venir voir ça. Venez passer peut-être cet été. Faites une visite. Venez faire un tour. Il y a des gîtes touristiques. Il y a du camping qui est possible. Venez faire un tour. Bon, ça clôt un peu ma petite
promotion de ma région, mais c'est un endroit qui est très beau et qui vaut la peine d'être vu. Alors ici, juste sur ma gauche, vous pouvez discerner là, une chaîne de montagnes en fait, mais c'est tout simplement le massif du Mont Mégantic. Alors c'est le sentier de randonnée des cimes qui parcourt cette zone-là. Alors très bientôt, dans les semaines à venir, là, je vais aller faire un tour là pour vous parler, vous entretenir encore de photos et vous montrer là, les points de vue je vous dirais spectaculaire, là, surtout au sommet, c'est vraiment très très beau. Alors, à venir. Alors voilà, on va s'installer ici pour faire notre première photo et je vous parle par la suite de vitesse d'obturation. Alors ça y est, on est au pied de la cascade. J'espère que le son va être bon parce que le bruit est quand même assez intense. Alors la première photo que je vais tenter ici, ça va vraiment être de figer le mouvement. Alors pour ce faire, j'ai choisi un temps d'exposition de 1/160e de seconde. L'ouverture est à 5.6 et mon ISO est à 800. Alors, on va déclencher et regarder ce que ça a l'air. Oui, fantastique, ça fonctionne très bien. Dans un deuxième temps, pour figer un peu le mouvement de l'eau, ce qu'on peut faire, sans même pour le moment utiliser de filtre à densité neutre, dont je vais parler dans un petit moment, on peut tout simplement ralentir la vitesse d'obturation. Alors ici, j'ai ramené mon ISO à 125. Mon ouverture est toujours à 5.6. Je suis vraiment très proche. Et ma vitesse est à 1/8e de seconde. Alors, on va regarder ce que ça va donner. Alors, c'est sûr, il faut expérimenter. Alors, comme vous pouvez voir, alors là, on remarque là, mon histogramme, donc l'histogramme est correct. Mes hautes lumières sont légèrement brûlées ici, mais on va pouvoir, en fait, quand c'est brûlé comme ça, on ne peut pas le rattraper, là, ça va être du blanc pur, mais le reste, c'est vraiment très flou. Donc, juste le fait d'avoir ralenti ma vitesse d'obturation, je peux flouter tout simplement là, le mouvement de l'eau qui coule. Là, dans un prochain essai, dans quelques instants, on va s'installer avec un filtre à densité neutre. Puis là, on va regarder les résultats que ça va nous donner. Alors, pour ce qui est du filtre à densité neutre, alors je vais ici utiliser un filtre ND8. Je vous en parle dans quelques instants. Première chose à faire avant, donc, il faut faire notre focus. Donc, mon focus, je l'ai fait au pied de la cascade. Mais après, on doit aller dans notre menu et on doit changer notre focus à manuel. Alors, sur certains boîtiers, vous allez pouvoir l'avoir directement sur le boîtier. Pourquoi on fait ça? C'est qu'en mettant un filtre à densité neutre à l'avant, mon focus, alors comme vous pouvez voir, ça a foncé l'image. Et là, là c'est un filtre ND8, mais j'aurais pu mettre un filtre ND64, un filtre ND1000. Donc l'image aurait été obscurcie davantage. Et pour éviter que le focus cherche sans arrêt, alors on doit le figer tout simplement. Donc on fait son focus avant, on met son filtre après.
Et là, on est certain que notre focus ne bougera pas. Alors cette fois-ci, une fois mon filtre ND8 bien en place, là si vous voyez du rouge ici sur l'écran, c'est tout simplement que l'appareil Fuji, de la manière dont ça fonctionne, quand tout est au focus, c'est en rouge. Donc c'est parfait. Je ne touche plus à ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai changé ma vitesse d'obturation pour une demi-seconde. Je suis toujours en mode manuel. Mon ouverture à 5.6, mon ISO toujours à 125. Et vous voyez ici l'histogramme. Donc, on devrait être bon pour ça. Alors, on fait l'essai. Et voilà. Ah, c'est beaucoup plus beau. Donc, on peut voir ici, on a vraiment un effet de flouté très intéressant. Maintenant, et si vous remarquez, sur la photo tantôt qui était à 1/8 de seconde, j'avais ici cette région-ci, était cramée, et là, elle ne l'est plus. Okay? Donc ici, oui, on l'a encore, mais c'est vraiment à cause du soleil. Donc ça, c'est difficile. Mais encore là, je pourrais, et je vais faire l'essai dans quelques secondes, je vais mettre un filtre ND64 et on va regarder voir ce que ça va faire. Alors voilà, un filtre ND64. Alors si vous remarquez, ce sont des filtres magnétiques. Je n'ai pas besoin de visser. Je vais tout simplement la poser. Je vais vous en parler aussi un petit peu tantôt. Alors je vais ajuster maintenant ma vitesse d'obturation. OK. Donc on ralentit. Là, on est à 2 secondes. Alors faisons l'essai à 2 secondes. Alors je viens de déclencher. Et voilà, un peu sombre. Je vais ramener ma vitesse. En fait, je vais l'augmenter pour faire en sorte, je vais rajouter une seconde pour faire en sorte de rajouter, en fait, pour que mon capteur ait plus de lumière. Alors, vous voyez, 3 secondes, mais je peux en mettre encore. Moi, j'irais, on va essayer jusqu'à 5 secondes. Alors, on patiente le temps que le capteur reçoive toute la lumière. Et voilà. Donc là, on a une belle image à 5 secondes d'exposition. Donc, on parle vraiment de longue exposition. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas faire ça à main levée. Ça prend absolument un trépied. Alors, je suis maintenant dans un endroit peut-être un peu plus tranquille avec un peu de moins de bruit. Je me suis éloigné des cascades pour vous parler de vitesse d'obturation. Alors, en fait, vitesse d'obturation, c'est un abus de langage parce qu'on parle plutôt de durée d'exposition ou encore de temps de pause. Si je dis, par exemple, que je prends une photo à 1/125e de seconde, alors ce que ça veut dire, c'est que le capteur va être exposé à la lumière durant 1/125e de seconde, tout simplement. Sur un boîtier, vous allez, en fait, si vous êtes en mode manuel, alors vous allez avoir, comme là, ici, moi, j'ai mon Fuji,
Alors, j'ai une molette ici qui est déjà préprogrammée à l'arrière, qui va me permettre là, de changer la vitesse. Dépendamment du boîtier, les molettes ou les boutons pour faire ça vont être localisés à différents endroits. C'est à vous de regarder là, dans votre guide ou votre manuel d'instruction. Il y a aussi une autre molette, tous les boîtiers ont ça, du moins les DSLR et les boîtiers hybrides, là, les mirrorless qu'on appelle. Alors, vous avez une molette ici qui se trouve être les modes d'opération et vous en avez un, entre autres, qui est la priorité à la vitesse, qui est identifiée par la lettre S généralement, ou sur les boîtiers Canon, si je ne m'abuse, c'est TV pour Time Value. Le S, lui, veut dire Speed, bien entendu. Alors, si vous utilisez ce mode-là, qui est peut-être moins utilisé en photo de paysage, on va utiliser ça plus en photo de sport, par exemple, là. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous allez contrôler la vitesse vous-même. Alors, si vous voulez, par exemple, figer les ailes d'un colibri, bien, vous allez grimper ça autour de 1/4 millième de seconde. Et votre boîtier, lui, va gérer l'ouverture de votre caméra. Le ISO, ça, c'est vous qui le gérez aussi. Les autres modes, juste pour finir sur ce sujet-là, vous avez le A pour, en fait, c'est Aperture, qui veut dire l'ouverture. Donc ça, c'est priorité à l'ouverture. En photographie de paysage, on va très souvent l'utiliser. Donc ça veut dire que vous contrôlez votre ouverture. Puis ça, je reviens à ma vidéo que j'ai faite la semaine passée au niveau de la profondeur de champ. Donc, c'est ça qu'on veut. Si, par exemple, on veut vraiment avoir une photo où tout est précis, de l'avant jusqu'à l'arrière, vous vous rappelez, j'ai parlé d'hyperfocal aussi. Donc, on peut utiliser ce mode-là. Vous avez un autre mode qui est le M, qui veut dire manuel. Donc, là, c'est que vous utilisez, vous devenez maître de votre boîtier. Alors, c'est vous qui décidez de la vitesse d'obturation, de l'ouverture. Le ISO aussi, ça, c'est bien entendu, c'est vous qui le contrôlez. Et je vous suggère fortement d'aller expérimenter avec le mode d'opération manuelle parce que c'est vraiment la seule façon de bien comprendre la photographie et la lumière. Donc, en contrôlant ces 3 pointes de triangle, vous allez venir, bon, c'est sûr qu'au début, ça va être plus difficile, mais avec le temps, vous allez voir que en fait, vous devenez de plus en plus créatif au lieu de laisser le boîtier décider pour vous. Vous avez aussi un autre mode qui s'appelle P, qui est pour programme. Alors, ça, dans ce cas-ci, c'est que vous pouvez, par exemple, si je me rappelle bien, je ne l'utilise vraiment pas, mais le mode programme, bougez pas. Le mode programme, oui, c'est ça, c'est que il va contrôler la vitesse et l'ouverture de votre boîtier et vous allez contrôler le ISO. Contrairement au mode automatique où là, vraiment, le boîtier décide de tout. Donc, c'est le boîtier qui devient créatif un peu plus que vous, mis à part tout ce que vous allez cadrer, là, votre composition, bien entendu. Alors, ça, on revient à la vitesse d'obturation. Alors, à quoi ça sert de vouloir contrôler ça? Donc, comme je disais tantôt, en mode paysage, c'est plutôt rare, sauf, comme par exemple, là, j'ai pris des photos de cascade. Alors, si je veux soit figer le mouvement de l'eau ou encore là, créer un flou de mouvement dans l'eau, ce que j'ai fait, alors là, ça devient intéressant de contrôler la vitesse d'obturation. Et là, ce que je vous ai montré tantôt, c'est vraiment en mode manuel. Donc, j'ai vraiment augmenté ma vitesse et mon ISO, parce que j'étais vraiment dans des conditions assez sombres, et pour faire en sorte que l'eau soit figée. Et par après, comme je vous ai montré, là, j'ai rabaissé ma vitesse à 1/8 de seconde pour avoir un petit effet de flou dans l'eau. Donc, mon capteur a été ouvert beaucoup plus longtemps. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'il... Ben, c'est pas le capteur qui a été ouvert, là, mais je veux dire,
c'est le rideau qui s'est ouvert plus longtemps pour laisser pénétrer plus de lumière. Et quand j'ai utilisé les filtres à densité neutre, bien là, j'ai la possibilité de laisser le capteur à découvert encore plus longtemps pour créer un flou encore plus accentué, si on veut. Maintenant, là, je vous parle de filtre à densité neutre. C'est quoi un filtre à densité neutre? Premièrement, ceux que j'utilise ici, c'est de la compagnie K&F, mais il y en a beaucoup, là. Alors, c'est un filtre qui paraît sombre, tout simplement. De là, comme je vous explique, en fait, quand vous utilisez un filtre comme ça, il faut faire le focus avant de mettre le filtre, parce que le fait de mettre un filtre qui est obscur, si vous laissez votre focus de façon automatique, le focus va chercher, va bouger tout le temps, va vouloir changer tout le temps, puis votre photo ne sera pas nette. Alors, il faut faire le focus avant, et après, vous changez votre paramètre de focus dans votre boîtier pour le mettre à manuel. Ça, il ne faut pas qu'il bouge. Puis après, vous mettez votre filtre et vous prenez votre photo. Donc, un filtre à densité neutre, ce que c'est, en fait, c'est un filtre qui absorbe également tout le rayonnement, les rayonnements visibles, mais sans changer la couleur. Donc, c'est vraiment très intéressant. On va parler de stop, c'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai un filtre ND8. Alors, lui, ça va, dans le fond, ça va baisser de 3 stops. Donc, ça va me permettre justement de laisser mon capteur à la lumière beaucoup plus longtemps. Si je prends un filtre, par exemple, ND64, ça va être 6 stops. Et si je prends un ND1000, c'est 10 stops. Donc, plus j'augmente le nombre de stops, plus je peux laisser mon capteur à découvert. Donc, on va prendre beaucoup plus d'informations. Donc, il y a beaucoup de lumière qui vont rentrer dans les photosites sur le capteur. Alors, c'est à ça que ça sert un filtre ND. Ça peut être autant pour l'eau, comme là, les cascades que j'ai fait, mais ça peut être aussi des photos très artistiques, par exemple, sur des nuages. Si vous avez, par exemple, vous avez beaucoup de nuages et en haute atmosphère, on voit qu'il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup d'air, donc les vents sont forts en haute atmosphère, bien, ça peut donner des photos très artistiques, le fait de mettre un filtre ND. Alors, on va vraiment voir une traînée, là, ça va être vraiment très, très beau. Alors voilà, la vitesse d'obturation, c'est pas tellement plus compliqué que ça. C'est un paramètre qui est à explorer, donc il faut vraiment s'amuser. Ce que vous pouvez faire, par exemple, surtout en photo d'animaux, en photo animalière, ça va être très intéressant d'utiliser la vitesse, soit que, par exemple, des oiseaux pour figer le vol ou pas. Ça peut être aussi de ralentir et d'avoir vraiment un flou. Ça peut être aussi, par exemple, de photographier à la brunante ou même la nuit des voitures qui passent. Ça aussi, ça peut être une expérience intéressante à faire parce que si vous ralentissez votre vitesse suffisamment, bien, vous ne verrez plus les voitures, mais vous allez voir seulement les phares avant et arrière. Donc, si vous vous postez, par exemple, sur une rue assez passante, bien, vous ouvrez, vous placez et vous photographiez, vous laissez ouvert peut-être quelques secondes. Donc, faites attention dans ce cas-ci à votre ouverture. Laissez ouvert, étant donné que vous êtes en conditions lumineuses, en fait, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc il faut que votre ouverture soit, par exemple, à 2,8, donc très ouvert pour laisser passer le plus de lumière possible. Et là, il va falloir compenser avec le ISO, c'est-à-dire augmenter votre ISO jusqu'à ce que votre histogramme là, soit correct. Et puis, avec un temps d'exposition, comme je disais, assez long. Donc là, vous ne verrez plus les voitures, mais vous allez voir seulement les lignes blanches et rouges des voitures. Donc ça, c'est une petite expérience à faire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut expérimenter et s'amuser avec la vitesse d'exposition. Comme je disais tantôt, en photo de paysage, on l'utilise peut-être un petit peu moins, à part comme là, les cascades. Mais ça peut être aussi, par exemple,
je ne sais pas moi, par journée venteuse et je veux vraiment créer une image où on va percevoir le mouvement du vent dans les feuilles. Donc, ça va être une façon, en laissant mon capteur à découvert plus longtemps, je vais être en mesure de créer un flou dans les feuilles. Donc, tout dépend de votre intention et de votre composition. Cet élément du triangle d'exposition peut être très créatif. Alors, je vous laisse vous amuser avec ça et je vous incite beaucoup à passer en mode manuel afin de vraiment être créatif. À bientôt! Alors, je m'apprête à quitter le site ici sur le Talweg. Je suis juste à côté de la passerelle. Il y a une magnifique chute qui est juste là. C'est très, très beau. Je vais d'ailleurs, juste avant de quitter, je vais faire une photo et je vais vous la présenter. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, si les informations sont intéressantes pour vous, je vous invite à lever le pouce, à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, si vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous avez des commentaires, je vous invite à les faire. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Et bientôt, je vais aussi publier, en fait, c'est un projet que j'ai et que je vous partage là, de façon, non pas prématurée, là, mais un peu à l'avance. Je vais faire des sessions de coaching, d'accompagnement, vraiment à prix modique. Il y a possibilité aussi, parce que ma conjointe et moi possédons un gîte touristique, l'Intemporel. Donc, il va y avoir possibilité aussi d'avoir ces sessions de coaching-là en demeurant vraiment au gîte et on va pouvoir vraiment toucher. En fait, ce que j'aimerais aborder, c'est beaucoup la composition et les trucs en photo, surtout les photos de paysage, bien entendu, et la retouche, qui est un sujet incroyablement diversifié. Donc, et pour ça, ben, c'est préférable là, si on peut être ensemble et partager cette information-là. Donc, ça va être des tout petits groupes de 2, 3 ou 4 personnes maximum. Et donc, ça va probablement se concrétiser plus tard au courant de l'été 2024. Ça va être à surveiller sur le site web d'Artefia. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, mais de toute façon, je vais vous en reparler en temps et lieu. Alors, je me répète, si vous aimez, levez le pouce, inscrivez-vous à la chaîne et surtout, partagez-moi vos commentaires, ça va me faire plaisir de répondre et d'améliorer le contenu. Surtout si vous avez des sujets particuliers dont vous aimeriez entendre parler, laissez-le moi savoir. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir partager ce que j'ai pu apprendre par expérience et aussi sur toutes les vidéos et les formations techniques que j'ai prises en photographie. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous partager ça. Dans le bonheur. Petit ajout à cette vidéo, j'aimerais partager avec vous ce qui m'a motivé à démarrer la chaîne Artefia au niveau de la photographie, des tutoriels si on veut. C'est le fait que je suive 3 autres photographes sur YouTube depuis un certain temps. Un Britannique, un Danois et un Américain. Ce sont des gens avec qui je partage la passion de la photographie de paysage et la randonnée en pleine nature. Alors, c'est en langue anglaise, mais si vous comprenez cette langue-là, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment très instructif. Ils ont chacun leur style, mais vous allez apprendre beaucoup aussi. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Je vais mettre les liens en description de cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez aller voir ça. Et si vous aimez, ben écoutez, partagez-la
likez-la et abonnez-vous à leur chaîne. De toute façon, c'est tout à fait gratuit. Donc, je vous invite à faire ça. Si vous aimez, comme moi, la photo de paysage, essayez d'aller chercher le maximum pour vraiment apprendre et explorer ce beau média, ce beau passe-temps, cette passion. À bientôt. Petit détail que j'ai oublié de mentionner dans mon explication tout à l'heure au sujet de la vitesse d'obturation, c'est quand utiliser un trépied versus prendre une photo à main levée. La règle est simple, c'est que vous allez prendre la focale de votre objectif à laquelle vous prenez votre photo, vous allez la multiplier par 2. Alors, je vous donne un exemple concret. Par exemple, je suis ici, je prends une photo, je suis à 50 mm par exemple. Alors, je multiplie par 2, ça fait 100. Donc, ma vitesse minimum, c'est 1 centième de seconde. Alors là, je suis correct pour la faire à main levée. Si je la prends à 1 125e, 1 250e, il n'y a pas de problème parce que ma vitesse, elle est beaucoup plus rapide. Donc, mais par contre, si je la prends, je veux la prendre à 1 huitième de seconde parce que je vais avoir un peu de flou ou quoi que ce soit, là, ça prend un trépied absolument parce que vous allez tout simplement induire un mouvement, que ce soit le mouvement de votre bras ou quoi que ce soit, là, de votre corps, de votre respiration. Donc, ça va paraître dans votre photo. Alors, c'est ça la règle. Donc, on prend la focale à laquelle vous capturez votre photo, multipliez ça par 2, et ça devient le dénominateur là, de votre vitesse. Là. Donc, 50, ça fait 1 sur 100, tout simplement. C'est bon?